Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci pour l'invitation. Je suis ravi de revenir dans cette région académique, en fait, sur laquelle je suis intervenu assez régulièrement pour répondre à l'invitation de David Detève. C'est toujours un immense plaisir de pouvoir être parmi vous, et je suis ravi de le faire avec mon collègue donc, de la direction du numérique pour l'éducation et qui travaille dans cette région académique aussi, Clément Fontoli. Donc Axel Jean, chef du bureau de soutien à l'innovation numérique et à la recherche appliquée. Je vous propose en un temps très court, et je serai à vos dispositions toute la journée pour continuer à échanger, d'aborder des sujets autour de la révolution, de l'accélération, de l'information, de la formulation et d'une consultation en cours. Alors, sur l'image qui est présentée devant vous, vous avez sur la gauche un extrait d'un rapport du Sénat qu'il faut absolument parcourir concernant les enjeux de l'IA en éducation. Donc j'ai eu la chance de faire partie de ceux qui ont été auditionnés, qui ont répondu à l'invitation du Sénat. Et en fait, le Sénat pose un regard neutre, exigeant sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas en éducation, et surtout ce qui est devant nous à réaliser et à mieux réussir. Et sur la droite, vous avez une image générée par IA de quelque chose que vous identifiez assez facilement comme symbolisant Marianne. L'image est plutôt nette, précise au niveau d'une statue de marbre, en fait, et évidemment, au-delà de la beauté de l'objet réalisé, vous comprendrez que l'enjeu essentiel pour nous, pour nos démocraties, c'est de rester toujours sur les valeurs. Alors l'IA, évidemment, je vais être très rapide sur certains points parce qu'on commence à avoir quelques années de recul sur ces sujets-là, et je sais que la région académique a tenu à aborder ce sujet régulièrement, mais ça irrigue tous les pans de la société. Comme ça irrigue tous les pans de la société, il est normal que l'éducation soit concernée aussi. Un, pour alimenter une capacité à répondre aux métiers et aux besoins du pays. Deux, pour avoir une modification, une évolution des pratiques, y compris des pratiques pédagogiques, pour bénéficier des meilleures potentialités du numérique. Et trois, parce qu'à cause de ce genre d'objet, qui contient plein d'IA, tous les objets en mobilité, si les sujets de la mise à distance, l'esprit critique ne sont pas abordés à l'école, la question vertigineuse est qui le fera? Et la réponse est personne. 2 points, donc de l'IA en médecine, de l'IA pour les loisirs, de l'IA pour la culture, de l'IA pour se déplacer dans l'espace, pour jouer, pour créer. Et sur la droite, vous avez 2 prix Nobel ont été remis cette année pour la première fois. Les 2 prix Nobel concernaient l'IA, donc vous savez bien qu'il n'y a pas IA dans les prix Nobel attribués, il y a un prix Turing pour ça, pour l'informatique notamment, mais là, un prix Nobel en physique attribué au père de l'IA, donc ceux qui ont conçu les réseaux qui fonctionnent actuellement et qui donnent leur plein potentiel actuellement. Et un autre en chimie a été attribué pour étudier comment on pouvait déployer des molécules et étudier celles qui permettaient d'avoir le plus de potentialité pour faire des médicaments. Les 2 étaient liés à de l'IA, et c'est la première fois qu'un prix Nobel a été attribué en chimie, notamment, à des chercheurs et des laboratoires de recherche sur l'IA, ceux de Google en l'occurrence. C'est très symptomatique de se dire que 2 prix Nobel concernent les sujets d'IA, et je trouve ça plutôt plaisant que ça vienne par la physique et la chimie. Pour l'IA, la diapo, le papa est juste là de cette diapo. En fait, bien comprendre que l'IA est au croisement de très nombreuses disciplines. C'est-à-dire que l'IA est récente dans l'accélération qu'on constate tous les jours, mais c'est une science qui est quand même assez ancienne, mais pas très ancienne pour une science. Donc à peu près, je vais dire très simplement, 70 ans. Là, je ne vais donc pas en faire une lecture, mais vous voyez bien que ça s'irrigue au milieu de nombreux héritages. Et le plus intéressant et le plus surprenant, en apparence, c'est ce L qui vaut pour langage. C'est-à-dire qu'on tourne, tout le monde pensait bien qu'il y avait des mathématiques, du mimétisme biologique, des sciences physiques, de la psychologie, parce qu'on a essayé de modéliser comment on pensait que le cerveau fonctionnait, etc., etc. Le très surprenant et le plus fort potentiel, c'est le retour vers la maîtrise d'un langage. Quelqu'un qui maîtrise correctement un langage, qui évoque correctement une demande, va, à partir des services basés sur des IA génératives, pouvoir avoir un retour extrêmement sophistiqué, extrêmement soutenu, qui permettra de rediscuter, etc., etc. Donc, ça consolide le fait que dans l'éducation, il est naturel de toujours travailler les fondations, que sont pour nous le français, mais pour tout le monde le langage et les mathématiques.
Et là, c'est une boucle extrêmement vertueuse. Il se trouve que maintenant, en étant vraiment très fort sur du langage, je pourrais faire amorcer des programmations, conserver un esprit critique et donc pouvoir avoir une interaction avec une machine qui nous fera des retours. J'insiste sur un point essentiel, ça a été dit dans l'introduction, il y a des fantasmes autour de l'IA et il faut rester très très vigilants tous à démystifier avec nos élèves le fait qu'il s'agit de science. Et quand on dit science, ça semble draper dans toutes les vertus, grande vigilance. Des gens font des choix dans ces sciences-là. Des gens, quand on simule un modèle, on fait toujours des choix. Et quand on fait des choix, il faut toujours questionner ces choix. Et donc, il faut que les élèves, nos jeunes publics, aient cette distance de dire qui a fait des choix. Comment se fait-il que j'obtienne cette réponse-là quand je pose cette question qui était neutre? Alors, des cas que vous connaissez sans doute tous, mais par exemple, traduction de a doctor and a nurse. En fait, l'anglais ne porte pas de genre. Le système d'IA ne devrait pas me renvoyer en français un docteur et une infirmière. Il ne devrait pas. Si je pose une question, quelle est la couleur préférée des humains? L'IA ne devrait pas me répondre bleu, parce que le bleu, c'est la couleur préférée des Californies centrés. Mais moi, je n'ai pas demandé ça. J'ai demandé quelle est la couleur préférée des humains. Donc, mauvaise question. Et il se trouve que quand on posera des mauvaises questions, on obtiendra toujours une réponse avec les systèmes d'IA générative. Si on ne travaille pas ça en classe en disant quelque part 500 blancs hommes de 50 ans en Californie choisissent des données, entraînent des modèles, projettent leurs modèles dans le monde entier, en fait, il n'y a plus besoin d'envahir des pays avec ce genre de choses. Vous envahissez par une projection de votre représentation du monde culturel. Ces sujets-là doivent vraiment concerner les Européens. C'était déjà le cas il y a 2-3 ans, mais avec ce qui se passe en ce moment, il serait intéressant, intelligent, d'avoir un petit instinct de survie et de se dire qu'on devrait vraiment armer, je vais reprendre le vocabulaire qui a été utilisé tout à l'heure, l'Europe, notre continent, pour continuer à être sûr que nous défendrons nos valeurs quelques années encore. Petit rappel historique pour 2 choses. Ça n'est pas de hier que l'IA existe, mais en sciences, 70 ans, c'est très jeune. Très, 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 très jeune. Et le principe des sciences, vous le savez, c'est de pouvoir contredire des choses, de tester, de vérifier si ce qu'on affirme est juste. Donc c'est normal que ce soit encore friable et pas complètement stabilisé. Ce qu'on constate, évidemment, c'est les dernières années extrêmement intéressantes. Les modèles existaient depuis bien longtemps, sauf que la puissance de calcul, la puissance d'accès aux données et des bons choix, parfois, qui ont été réalisés, permettent de délivrer maintenant les potentialités qui ont été pensées par des chercheurs il y a plusieurs décennies parfois, dont Hinton, qui prend ce prix Nobel de physique. C'est bien après qu'il ait commencé à poser sur le papier des modèles. Un point intéressant, c'est qu'on constate souvent une accélération autour de, symboliquement, on est très surpris par le fait que les IA nous battent sur des jeux. Vous le savez bien, les échecs d'abord, puis le Go, beaucoup plus complexe que les échecs, puis récemment le bridge. Dans le Go et dans les échecs, toutes les informations sont devant vous. Donc on est dans un circuit d'informations partagées extrêmement visible dans le bridge. Une partie des informations sont masquées et sont cachées, beaucoup plus complexes. Donc des Français, ça arrive, ont battu 7 grands maîtres en bridge. Ça avait fait la une de la presse américaine, en l'occurrence, états-unienne pour être précise. Et ces informations-là, évidemment, ça fait écho à ce qui avait été dit aussi par rapport à la guerre. Vous comprenez bien qu'une information masquée, partiellement masquée, et résoudre ce genre de problème intéresse évidemment des militaires dont on ne sait pas exactement où sont les adversaires, etc. Donc par le jeu, on est parfois frustré, vexé, blessé que l'IA nous batte. Mais qui est surpris qu'en course pure, une moto nous dépasse, ou qu'une voiture nous dépasse, ou qu'un avion vole mieux que nous? Personne. Sauf que là, on touche à quelque chose de très sensible qui est notre intelligence, ce qui nous semble être le propre du vivant, en tout cas, et de l'humain. Donc l'humain n'est pas très... J'irai beaucoup plus vite après, vous inquiétez pas pour la suite des diapos. L'humain n'est pas très bon pour gérer des blessures narcissiques. Face aux scientifiques, quelqu'un vient et nous dit hey, on n'est pas au milieu de l'univers. Copernic et Galilée, bon, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Rappelez-vous, il y en a quelques-uns qui ont pris chaud quand même à ce moment-là. Et c'est très, très vexant de ne pas se savoir au milieu de l'univers. Plus tard, quelqu'un vient et dit, en fait, un autre scientifique, et en plus, vous n'êtes même pas une espèce à part. Darwin, ça frotte, ça se contredit, etc. Nouvelle blessure narcissique, pas très agréable. On passe. Quelqu'un vient après, on dit, et en plus, vous n'êtes pas que conscient. Freud. Et là, on se dit, encore nouvelle blessure narcissique, j'encaisse. Et puis Turing vient et il dit, et en plus, vous ne serez peut-être pas les seuls à être intelligents. Quand il le dit,
rien n'existe, on est d'accord. Sur le papier, ils publient des choses en disant voilà ce que devrait être une machine qui apprend. On est dans les années 40-50, c'est quand même incroyable ce qui se passe. Et bien cette dernière blessure-là, elle fait du mal. Parce qu'en fait, vous comprenez, nous, c'est un cumul de blessures narcissiques. Et s'il y a bien un truc sur lequel les humains ne sont pas très forts, c'est de gérer des blessures narcissiques. Donc on est dans ce temps-là d'acceptation, mais sans jamais oublier qu'il s'agit de simulation. Et simuler une intelligence n'est pas être intelligent, même si les résultats sont extrêmement sidérants, troublants, perturbants de la qualité qui est produite. N'oubliez pas que des gens font des modèles, qu'ils font des choix, ils entraînent ces modèles-là pour ressembler à l'intelligence, mais qu'il n'y a pas de pensée. Donc on est sur une rupture, pour nous, épistémologique majeure, nouvelle à intégrer, qui est de faire une disjonction entre langage et pensée. On a tous appris, ici dans la salle, dans un sens pour Vygotsky ou dans l'autre pour Piaget, pensée égale langage, langage égale pensée, que les deux étaient extrêmement liés. Bah là, il y a production massive de langage, mais il n'y a pas de pensée. Bon, bah ça ne va pas de soi pour les formateurs, parce que c'est quelque chose sur lequel on a tous été formés en disant il y a ces équivalences-là, et ça, il faut le désambiguiser, je ne sais pas si le mot existe, pour nos élèves, se dire attention, là, il y a beaucoup de langage, mais il n'y a pas de pensée. Et beaucoup de nos jeunes vont croire qu'il y a de la pensée. C'est tellement disponible tout le temps, ça parle vraiment comme mon meilleur ami, comme mes parents, comme mon professeur, que ça peut être extrêmement troublant. Donc à nous, en classe, d'aborder ces sujets-là et de les démystifier. Et si je l'insiste vraiment, si on ne fait pas en classe, à l'occasion de l'EMI et de l'EMC notamment, mais dans toutes les disciplines on devrait le faire, clairement les élèves vont être au mieux troublés, mais parfois ils vont croire des choses qui n'existent pas. Et ça, c'est tout sauf de la science. Donc il nous faut vraiment être vigilants pour développer un esprit critique, pour être capable de faire des choix éclairés. Rapidement, sur cette diapo, c'est les sujets qui irriguent les problématiques autour de l'IA. La seule manière de s'en sortir dans les démocraties, je vais y revenir très bientôt, c'est de toujours se dire, quand j'ai une hésitation, quand j'ai un doute, quand je dois faire un choix, est-ce que je suis bien centré sur le professeur et sur l'élève? Et autour, des choses peuvent être instables, mais derrière, autour doivent tourner toujours de la recherche, penser à l'évaluation, la différenciation, c'est pas nouveau avec l'IA, mais l'IA permet de faire beaucoup plus de différenciation, une aide à la décision et non pas une décision, une aide à la décision auprès du professeur et des élèves, et les besoins d'acculturation et d'adaptation. Tout ça, c'est normal que ce soit encore irrégulier, parce que les sujets sont très nouveaux. Plus tard, ce sera stabilisé, mais il faut accepter que ces sujets-là, pour l'instant, soient encore en cours de construction, et le type de journée que la région académique organise contribue à faire 2 pas en avant. Peut-être ferons-nous un pas en arrière, un pas de côté, mais en fait, il nous faut vraiment avancer sur ces sujets-là, qui sont des sujets émergents, des sujets qui non pas relèvent d'une simple innovation isolée, mais d'un impact systémique dans la société, et y compris dans l'éducation. Naturellement, on n'est pas seul à traiter ces sujets-là, et les sujets autour de l'IA, vous vous rappelez le rapport Villani de 2018, en fait, qui posait, le titre est quand même génial, AI for Humanity, AI without Humanity, vous voyez bien qu'on va vite fait dans le gadin, en fait. Donc là, on est sur quelque chose qui avait été correctement posé, une stratégie numérique pour l'éducation que nous avons revisitée parce que la partie IA n'était pas suffisamment forte par rapport à l'accélération constatée depuis les IA génératives. Les Européens se posent les mêmes problématiques et ont la vertu de, contrairement à d'autres, de partager un socle de valeurs qui a fait l'Europe et qui, j'espère, fera l'Europe longtemps. Donc le Digital Education Action Plan, qui a bien un axe revisité également en 2024 pour tenir compte de l'accélération autour de l'IA. Les préconisations de l'UNESCO que vous avez dû repérer autour de comment on peut utiliser de manière éthique. Donc ça ne concerne pas toute la Terre entière, mais quelques continents qui pensent que l'éthique est première. Et enfin, l'AI Act européen qui tend à réguler les pratiques de grands prédateurs qui sont très puissants, qui ont des très bons modèles et qui savent très bien propager leur représentation du monde en se disant qu'il n'y en a pas d'autres. Donc pour nous, on a des enjeux pédagogiques, naturellement, c'est ce qui nous réunit, mais là, c'est assez rare que les enjeux soient sociétaux, ça a été dit en introduction. Parfois, dans notre équipe, on a travaillé avec un sujet où on nous considérait de manière sympathique, parce qu'on avait un sujet périphérique, l'IA. L'impact va être dans la société, que c'est au centre des préoccupations, mais c'est au centre des disjonctions et des ruptures majeures possibles, au niveau des démocraties, au niveau de l'employabilité, au niveau de métiers qui vont être éteints, mais très rapidement.
Donc vous le savez, j'ai utilisé le terme en introduction de révolution. Parfois, longtemps, on m'a dit, on n'est pas sûr que ce soit une révolution. Maintenant, je pense que personne ne doute que ce soit une révolution. Et maintenant, les gens se disent que cette révolution-là est comparable à celle du 19e siècle. Donc on a passé les petites révolutions industrielles du 20e siècle. On serait sur quelque chose de majeur, parce que systémique. Et sur cette révolution-là, elle a quand même deux grandes particularités qui sont importantes d'avoir en tête en permanence, parce que souvent on peut dire, non mais des révolutions, on en a vu d'autres, oui. Mais la précédente a pris 20 ans, Internet. 20 ans, on peut attendre que les choses passent, et la génération d'après s'occupera du sujet. Là, elle va être très rapide, donc violente. Et la deuxième chose, c'est que pour la première fois, elle va toucher les cols blancs. Les autres révolutions industrielles ont impacté massivement les classes ouvrières. Et ça n'a pas préoccupé grand monde. Donc là, on a une sorte, puisqu'on accède à du langage, on accède à des choses qui peuvent relever évidemment des connaissances, degré, on va dire, zéro de ce que peuvent faire les IA génératives. Et nous, on est très embêtés avec ça, parce que nous, on est beaucoup une culture de la connaissance. Donc il y a plein de corps de métier où il faut vraiment se reformer très rapidement, donc du reskilling, comme disent les Britanniques, les anglo-saxons, en fait, vraiment se dire, on se forme bien initialement, première condition, mais on accepte de se reformer très régulièrement parce que l'accélération autogénérative est telle que la bonne boucle de reformation, c'est entre 2 et 3 ans. Et bien ça, on n'est pas bien habitué et on n'est pas très dimensionné et c'est très peu documenté. Comment on forme des populations tous les 2-3 ans pour monter en compétences. Gros sujet, grosse difficulté, et je pense qu'on doit tous se relever les manches pour aborder ce sujet-là. Je passe rapidement, mais maintenant, c'est une révolution en cours qui génère des transformations avec un besoin impératif, condition nécessaire de formation. La condition suffisante, c'est toujours de se dire, on dézoome, au-delà des enjeux disciplinaires, à quoi sert l'école dans une démocratie? À former des gens qui ont suffisamment de compétences et de connaissances pour faire des choix éclairés, quel que soit leur choix, qui leur permettent d'avoir un esprit critique et qui soient des citoyens qui agissent en ayant les cartes en main de leur choix, en fait, que personne ne les pense à leur place et qu'on ne leur donne pas des cartes et joue qu'avec ces cartes-là. Ça, c'est notre enjeu essentiel. Donc ça s'accompagne, et c'est ce que font évidemment les équipes académiques, Canopé, d'INSPE. Il faut préparer, accompagner, cadrer, et là, on a besoin, d'où ce type de journée, il y a une base de savoir indispensable. Les premiers éléments autour de ces sujets-là sont indispensables à avoir tous dans notre bagage. On ne peut pas ne pas savoir le minimum à maîtriser sur une bonne définition de l'IA, ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne doit pas faire. Et ça n'est pas la même chose. Le pouvoir et le devoir, ce n'est pas la même chose. Et il s'agit bien d'être raisonnable en démocratie, de se dire, il ne s'agit pas de délivrer l'intégralité des potentialités des IA, mais ce qu'elle doit faire. Pas moins parce que personne n'aime être déçu, pas plus parce qu'on aimerait bien rester en démocratie. Sur ce point-là, il faut accepter dans cette période, pendant 2-3 ans, d'accepter de travailler dans une zone grise. Nous n'avons pas les parfaites solutions. On ne sait pas exactement vers où on doit aller et ce qu'il faut faire. On sait qu'on doit faire quelque chose et pas rester tétanisé en regardant les tsunamis passer et les autres prendre des décisions pour nous. Quand je dis nous, c'est la France et l'Europe. On est donc sur les transformations systémiques que j'ai évoquées. Accepter de travailler en période d'incertitude. On avance de 2 pas, on fera peut-être un pas de côté, etc. Mais en tout cas, on avance, on se forme, on travaille ces sujets-là. On est dans une période extrêmement complexe qu'on n'a jamais connue à cause de la période très très courte pour l'exécuter. Cette complexité, on a une immense chance en Europe notamment, c'est que des grands penseurs ont travaillé ces sujets-là. Je pense à Morin, mais il y en a plein d'autres en fait. Et donc on peut revisiter ce qui a été écrit par d'autres, par Bachelard, etc. Et se dire en fait comment on aborde la complexité de haut niveau. Et bien tout ça c'est documenté. Et donc d'accepter de travailler en zone grise. Au milieu, le centre, l'humain au centre, c'est notre seule clé de sortie possible pour qu'on reste en démocratie longtemps. L'esprit critique, donc il y avait le Clémy qui était évoqué, mais évidemment, si on n'aborde pas comment on revisite l'information à l'ère de ces images extrêmement vraisemblables alors qu'elles sont complètement fausses, ces sujets-là, si on ne les aborde pas, la mise à distance sur l'EMI, l'EMC, cet esprit critique, développer cette mise à distance, clairement, on s'expose à très court terme à des immenses disruptions entre ce qui se pratique à l'école, les valeurs qu'on véhicule, et ce qui se pratique chez soi, avec des gens qui adressent en permanence nos enfants, pas pour élever leur niveau intellectuel, juste pour les enfermer dans des boucles algorithmiques qui leur délivreront juste le niveau pour qu'ils consomment quelque chose. Donc, c'est pas grave d'avoir des consommateurs, mais l'école républicaine et l'Europe visent le niveau juste au-dessus.
Le niveau juste au-dessus, c'est consommateur, pourquoi pas, mais au-dessus, on aimerait bien avoir des citoyens éclairés qui feront leur choix. Après, ils consommeront ce qu'ils veulent. Mais certains grands industriels ont pour principale cible de maintenir des gens au niveau de réflexion d'un consommateur. Donc ça, c'est un point très important pour nous. Et je le dis simplement, c'est une vieille diapo, 22, 23, 24. Elle est, maintenant, je pense qu'elle va faire de plus en plus écho de dire qu'est-ce qui se joue en vrai. Une adversité et des choix de société qui vont devoir s'opérer entre des démocraties et des autocraties. Parce que s'il y a bien une chose qui est sûre, c'est que les démocraties, on est lent. On discute beaucoup sur comment on pourrait réguler et on n'innove pas assez. Les autocraties investissent massivement sur les systèmes qui permettent de contrôler leur population. Deux enjeux. Nous, on cherche à élever le niveau de population pour qu'ils fassent des choix libres et éclairés. Et les autocraties, elles utilisent les IA, le plein potentiel des IA, pour contrôler leur population. Il faut parfois dézoomer pour bien se rappeler de qui on est et de ce qu'on propose comme chemin à parcourir pour les jeunes publics qui nous sont confiés. Je passe très vite parce que vous les connaissez tous dans ce public-là, mais qu'est-ce que fait l'IA? L'IA tient 3 anciennes promesses et je vais en rajouter une 4e après. La première, c'est de faire travailler dans la zone proximale de développement, du prochain développement, d'accord, de Vygotsky. Si on se rappelle le texte, souvent on dit, oui, c'est faire travailler au bon niveau de l'apprenant, donc un élève ou quelqu'un qui est en formation. Mais Vygotsky ne disait pas ça. Vygotsky disait apprendre au bon niveau pour pouvoir parcourir une difficulté avec l'aide de quelqu'un. On oublie toujours la deuxième partie de la phrase, avec l'aide de quelqu'un. Avec de l'IA, vous pouvez donc faire travailler au bon niveau avec un système d'assistance par IA qui va faire ce retour de dire ni trop bas parce que tout le monde s'ennuie et personne n'aime s'ennuyer, ni trop haut parce que sinon la marche est trop haute à franchir. Je passe à droite. Ça, plus de 70 ans. Et Bingos, plus de 150 ans. Et Bingos repère que on mémorise plus des méthodologies, des connaissances pures, s'il y a ce qu'on appelle un rappel expansé dans le temps. 2 jours après, on revoit un élément, puis 1 semaine, puis 3 semaines, puis 4 semaines. Les espaces expansés dépendent de l'âge de l'apprenant et de ses compétences intellectuelles, évidemment. Ça, tout professeur pourrait le faire, mais c'est bien trop compliqué de le faire quand vous avez 40 élèves et quand vous en avez 300, 400, c'est une mission impossible. L'IA, ça ne lui pose aucune difficulté de gérer des données et de faire des rappels auprès du professeur, de dire il est temps que ce groupe de besoins réactive cette connaissance-là ou pratique cette méthodologie-là. Donc ça, l'IA le fait parfaitement bien. 3e point, c'est de faire des classifieurs, donc répartir des groupes de besoins ou des groupes d'activités pour les proposer, donc ce qu'on appelle le clustering. Et ça, c'est une chose que l'IA fait très très bien. Un prof peut le faire, des groupes de besoins, mais l'IA vous le permet de le faire après chaque activité. Donc vous aurez des retours et des feedbacks après chaque activité et chaque compétence. Donc ces 3 éléments-là sont des vieilles promesses, plus de 150 ans pour certaines, qui sont maintenant tenues par l'IA. Je passe rapidement sur ces éléments-là parce que vous l'avez vécu. Il s'est passé une accélération gigantesque. L'IA était là, mais l'accélération, c'est l'arrivée des IA génératives. Donc les IA génératives produisent des contenus, et cette fois-ci de manière multimodale. Un extrait du rapport du Sénat. Le Sénat, vous aurez le support évidemment, juste pointe quelques éléments, mais c'est pour témoigner de l'accélération, c'est-à-dire que ce service-là a été le service créé par des humains qui a eu le plus grand taux de pénétration, la plus grande propagation dans l'histoire de l'humanité en l'occurrence. Donc ces services-là sont là. Donc à nous, on ne peut pas dire tiens, on n'a qu'à pas regarder, parce qu'évidemment, autant les profs peuvent avoir des réticences à découvrir ce type de service, autant ce qui est sûr, c'est que nos élèves ont vite compris que des tâches qui pouvaient être un peu complexes, un peu résistantes, pouvaient être réglées très facilement. Je ne dis pas que ce soit bien, je constate le fait que naturellement, les élèves s'emparent de ces outils-là en les questionnant très peu. Quand les profs ou les formateurs questionnent beaucoup ces outils, ils ne s'en emparent pas assez pour bien maîtriser les potentialités et les limites de ces outils-là. Ça, je l'ai évoqué, clairement, bien se redire systématiquement qu'on est sur une simulation. Et ces éléments-là, peut-être avec nos gros sabots, doivent régulièrement être réinvestis dans tous les enseignements, de dire attention, que dit le modèle, qu'est-ce qu'il propose, comment on va vérifier. Donc ce n'est pas parce qu'un modèle nous le dit dans un français extrêmement soutenu que c'est extrêmement vrai. Sauf que, vous le savez bien, tout ce qui est écrit est vrai, tout ce qu'on voit est vrai, etc. C'est compliqué d'aller contre nos représentations. Et les IA génératives produisent des représentations textuelles, vidéo maintenant, sonores, extrêmement troublantes, extrêmement bien faites. Donc là, il faut qu'on réarme notre vigilance, la nôtre, mais surtout qu'on arme très très fortement la vigilance de des jeunes publics qui nous sont confiés par l'EMI et par l'EMC.
Donc je viens sur ce point-là. On avait mis dans l'équipe avait proposé dans le dossier de rentrée des points de vigilance et ça a été dit en introduction. Actuellement se déroule une grande consultation autour d'un cadre d'usage autour de l'IA. Donc le directeur de l'ADN nous a confié cette mission à mon équipe de faire ces éléments-là. On consulte l'ensemble des représentants syndicaux, des professeurs, des chefs d'établissement, des inspecteurs, des lycéens, le comité éthique, la CNIL, les chercheurs. J'en dois en oublier quelques-uns, mais vous voyez, on fait pour l'instant une consultation à très très large spectre. On a proposé un document de travail qu'on soumet à amélioration, à critique, etc. Deux éléments. Notre cible est d'avoir cet élément disponible pour la rentrée de 25. L'idée est très simple. Actuellement, les professeurs, les chefs d'établissement sont seuls face à ces difficultés-là de dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire par rapport à ces éléments. Donc notre version proposée ne sera pas parfaite à la première version, mais chaque année on itérera et on itérera autant de fois qu'il le faut pour définir des principes donc moraux, civiques, d'abord des principes, des valeurs républicaines et ensuite des lignes directrices. Mais quand je dis lignes directrices, c'est vraiment très simple. Ça, on vous invite vraiment à le faire et ça, on vous dit qu'il ne faut pas le faire. Donc voilà ce qu'on propose de faire dans ce cadre d'usage. C'est très complexe, plus que ce que je pensais, à définir pour se mettre d'accord. On n'est pas tous d'accord. Mais ce qui est certain, c'est que le ministère commence par une chose très simple, c'est de dire on a confiance aux formateurs et aux professeurs pour leur dire emparez-vous de ces services, testez-les, testez leur potentialité dans les classes, parce que, je le redis, si ce n'est pas fait par vous, personne ne le fera. Et après, évidemment, faisons-le dans un cadre éthique, juridique, de morale qui soit cohérent, parce qu'on n'est pas dans la jungle et on n'est pas dans le Far West. J'en ai bientôt fini, en fait, sur les éléments. Je vais passer sur cette question-là, juste aborder la question de la triche, parce que en IA, et vous allez être abordé à ces sujets-là, les gens chargés de formation notamment, on perd trop de temps à répondre à des questions trop générales. Par exemple, faut-il utiliser l'IA en éducation? Mauvaise question générale. Bonne réponse possible. Répondons en maternelle, en élémentaire, au collège, au lycée, à l'université. Et là, on peut répondre sérieusement. La presse adore les questions générales parce que ça fait vendre du papier, ça fait des gens qui écoutent et qui se disputent autour d'une coin de table sans avoir jamais testé eux-mêmes la moindre IA générative. Donc la question de la triche est une mauvaise question générale. La question de la triche lève une difficulté qui préexistait déjà. Que n'a-t-on eu cette précaution quand papa, maman, le professeur particulier, tonton, tati faisaient les cours à la place? J'ai jamais entendu, moi, les gens qui, tout d'un coup, là, sortaient avec un drapeau en disant « mais quand même, la triche, c'est super compliqué, etc. etc. » Donc, en fait, on perd du temps à l'occasion d'une IA générative qui est disponible. Et pour une fois, des classes très populaires peuvent accéder à une assistance à la maison. Faible parfois, qu'il faut critiquer parfois, mais quand même, quoi. Où est le problème d'avoir des élèves qui soient assistés potentiellement à la maison, d'avoir quelque chose de disponible pour les aider? Pensez à des élèves qui soient allophones, qui viennent d'arriver en France. Ils ont une assistance disponible tout le temps. Est-ce que tout le monde peut avoir un prof particulier? La réponse est non. En revanche, si on continue à évaluer comme on évaluait avant les IA génératives, alors on se condamne à évaluer des IA génératives. D'accord? Donc nous, on doit faire un immense pas, une évolution nécessaire dans la manière d'évaluer. C'est hyper facile à dire, c'est hyper complexe à intégrer. Ça va nous prendre du temps. Mais clairement, les classes inversées, on donne des choses à apprendre, à travailler, à s'entraîner à la maison, et on évalue de manière beaucoup plus courte, beaucoup plus concise et beaucoup plus régulière en présentiel. Des fois en binôme, en groupe, en projet, etc. etc. Clairement, il nous faut renverser la table sur notre conception de l'évaluation à l'ère des IA génératives. J'ai listé, vous trouvez ces documents, on vous donnera toutes les ressources, des pistes où on répartit ce qui peut relever d'une machine, d'une assistance par de la machine, et ce qui doit rester relevant que de l'humain. Évidemment, il n'y a aucun hasard dans les choix que nous faisons en termes d'image. En haut, c'est l'humain. Dans la chaîne de valeur, nous développons des services basés sur de l'IA qui assistent les décisions des humains. Celui qui est asservi à l'autre, la machine est asservie à l'humain. Et il y a des gens qui rêvent d'avoir des gens opérateurs asservis aux machines, beaucoup à l'ouest vers la Californie, si vous voyez ce que je veux dire. On peut résister à ce genre de choses. On doit résister à ce genre de choses, parce que sinon la puissance industrielle permettra d'asservir les humains. Je vais m'arrêter là pour laisser la parole à mes collègues donc sur des répartitions. Juste vous dire que le ministère publie chaque année une revue qui éclaire les choix possibles des formateurs et des professeurs par la recherche. Donc là, c'est notre 3e édition, Intelligence artificielle et éducation, apport de la recherche et enjeux pour les politiques publiques.
Évidemment, vous aurez ces ressources-là possiblement partagées à la suite de la journée par le support. Et un autre livre, un très beau livre que je vous invite vraiment à lire, j'ai pas trouvé mieux que ça. Pensez au début pour des lycéens par Pierre-Yves Oudéa, Inria et Didier Roy, son collègue. Il publie un livre, Pensez pour les lycéens. Moi, j'ai beaucoup appris dedans. Il y a à peu près une page sur deux qui est cornée parce que le niveau de registre de langage est le bon pour former les lycéens, mais pour s'informer nous-mêmes. Donc, je finis sur ce point-là. Il y a un immense effort par les formateurs qui travaillent pour vous, mais une démarche individuelle a aussi enclenché à tester les choses en vrai pour bien mesurer les forces et les limites de ce qui est à notre disposition. Et je passe la parole à Clément Fantoli qui va parler d'une communauté de réflexion en éducation sur l'IA qui est animée par le ministère et les académies. Alors bonjour à tous, bonjour à toutes et tous. On va attendre que le brouhaha, on vient de mettre le feu là. Donc je me présente, je suis Clément Fantoli, je suis professeur de technologie dans l'Académie d'Amiens. Je suis également le chef de projet de la CREA, qui est la communauté de réflexion et de pratique en éducation sur l'intelligence artificielle. Et je suis là aujourd'hui pour vous présenter cette proposition que le ministère a faite. Donc initialement, la CREA est née pas en tant que communauté, mais en tant que réseau de formateurs en novembre 2023. C'est-à-dire que la DNE, vu l'IA et vu les enjeux, vu la perspective à donner à l'IA dans l'éducation, s'est dit on va tout de suite se mettre à réfléchir avec un réseau de formateurs. Alors avec Axel, lorsqu'on l'a lancé en novembre 2023, on s'est dit on va avoir une quinzaine de formateurs dessus pour pouvoir travailler au niveau national. 2 semaines après, nous étions 170 formateurs. Donc nous avons construit pendant une année donc cette communauté qui est un espace magistère. Donc cette communauté regroupe l'ensemble des membres de la communauté éducative qui est intéressée par l'IA. En éducation, ça peut être des conseillers pédagogiques, ça peut être la ministre, ça peut être des AESH, ça peut être des recteurs, ça peut être des formateurs, des enseignants. Tout le monde est le bienvenu et tout le monde aura le même poids de parole dans la CREA. Donc ça, on y tient. Donc je vais essayer de taper le temps parce que moi je commence ma présentation et j'ai un temps négatif, c'est un peu compliqué. Donc le deuxième mot c'est la réflexion, on a aussi la pratique, on n'a pas mis le P dans l'acronyme, sinon ça faisait Crépia, ça sonnait beaucoup moins bien. Et finalement on sait que l'IA elle est en évolution constante et rapide. Donc pour pas faire face, justement, on ne va pas essayer de faire face à l'IA en éducation, on ne va pas essayer de contrer l'IA, mais pour essayer d'avancer avec l'IA et de voir le potentiel de l'IA en éducation, on souhaite avoir une réflexion qui soit un maximum horizontale pour avancer ensemble. On favorise pour ça les échanges, ils sont nombreux dans la communauté, ils permettent avant tout de répondre aux questions, mais maintenant ils permettent également de construire des éléments de formation, des éléments de langage, des cours, enfin on a vraiment des enseignants qui sont là et pour construire, pour rechercher des réponses et co-construire. On veut tendre aussi vers une acculturation généralisée de l'IA en éducation. Alors ça, c'est assez ambitieux. Et vous allez voir, on a fait évoluer la CREA cette année. On va proposer des micro-modules de formation. Donc certains sont en construction. 2 sont à apparaître ce mois-ci. 1 sur l'écologie. Donc forcément, nous, on y a pensé. Et on va le publier. Alors, il va être publié la semaine prochaine en appel à commentaires. L'objectif de la CREA, c'est pas de livrer des formations sans y retoucher, c'est de livrer une proposition de formation à la communauté et de faire un appel à commentaires sur ces formations pendant un mois pour avoir un livrable qui soit vraiment consulté et co-construit. Donc ensuite, on veut également partager les bonnes pratiques, inspirer, rassurer, s'inspirer et surtout, pourquoi pas, parler des tâches à déléguer à l'IA. Donc le mot éducation, là, il est important. On n'a pas dans la CREA des personnes qui sont expertes de l'IA. On n'est pas loin de 4000. Je compte sur vous aujourd'hui pour dépasser la barre des 4000. On est à 60 inscriptions des 4000, donc ça serait bien de le faire aujourd'hui. On souhaite permettre à tout le monde de prendre le train de l'IA en marche. Vous n'avez jamais testé d'IA générative, bienvenue. Vous avez déjà testé en 2022 les IA génératives, vous avez fait évoluer vos pratiques, bienvenue. Vous avez fait seulement un petit test sur une IA générative pour voir ce que ça donne, vous êtes déçu, bienvenue. Donc on prend vraiment tout le monde, tous ceux qui sont interpellés par le sujet de l'IA en éducation, mais y compris les pionniers. Forcément, on aura des formateurs qui seront là pour vous répondre.
quand vous aurez des questions. Donc quand on va lier l'éducation au sujet de l'intelligence artificielle, Axel l'a très bien fait avant moi, ça soulève de nombreuses questions. Donc en termes de RGPD, en termes d'AI Act, les dernières publications, est-ce que vous avez le temps de lire tous les textes de loi qui sortent? Je ne pense pas. Et c'est pour ça qu'on va aussi prendre le parti pris de créer des modules de formation de 15 à 20 minutes sur les textes de loi. C'est-à-dire que vous allez pouvoir intégrer ces formations. Donc les DRAN pourront également les intégrer dans les parcours. On en parlait avec David tout à l'heure. Le but, c'est vraiment de vous faire un livrable assez court. On ne veut pas que vous puissiez travailler la nuit sur l'IA. On veut que pendant une récré, ce soit possible. Donc c'est de vous faire une livraison d'un micro-module de formation sur un sujet pour que vous puissiez vous acculturer assez rapidement. Donc les questions autour de la donnée, des pratiques pédagogiques seront également abordées. Donc 4 objectifs, dont un principal pour la CREA, c'est de mettre l'innovation et l'IA au cœur des actions d'enseignement et de formation. Pour cela, ce qu'on va faire dans la CREA, on va d'abord recenser, mutualiser les idées, les ressources. Voilà, donc déjà on mutualise les idées. C'est-à-dire que pour déclencher une micro-formation, on se sert des forums et quand il y a un besoin qui est émergent de plusieurs discussions, nous, on réunit un petit groupe de formateurs et on construit une réponse. Donc pour cela, on échange, on partage, on s'informe. Ensuite, on souhaite vraiment travailler en réseau pour co-construire, expérimenter et surtout communiquer. Communiquer sur ce qui a marché, mais également sur ce qui n'a pas marché. Le but, c'est de ne pas enfermer la communauté éducative dans une sorte de clandestinité de l'IA parce qu'elle utilise un logiciel qui ne sera pas RGPD. Voilà, donc nous, on est preneurs, hein, même si parfois les pratiques sont un peu extrêmes. Donc on a un enseignant qui nous a dit qu'il avait poussé un PAI d'un élève dans le chat GPT. Bon, là, on est intervenu. Hein. Forcément, on y a expliqué pourquoi il ne fallait pas le faire. On n'y en veut pas. On lui pardonne. On lui a expliqué ce qui est une donnée personnelle, une donnée sensible. Mais voilà, on prend, on explique et on avance ensemble. Et pour finir, le dernier objectif, c'est d'accompagner. On veut vous accompagner. Vous venez, vous avez une ressource, vous souhaitez la modifier, l'amplifier. Bah, postez-la dans les forums et vous allez voir, je mets ma main coupée que dans les 2 heures, vous aurez déjà une dizaine de réponses. Alors, enfin, il ne faut pas jouer la nuit, là forcément ça ne marchera pas, mais voilà, en journée, vous postez une question, vous obtiendrez forcément des réponses, pas des formateurs, mais de l'ensemble de la communauté, vous verrez, elle est extrêmement active. Donc un espace magistère, là je vais passer très vite, donc, qui est organisé en 2 niveaux uniquement, pour ne pas se perdre dans les méandres de magistère. Donc on a la place, une sorte de place du marché, de centre du village, c'est la page d'accueil, vous aurez accès à l'ensemble des informations. C'est-à-dire que le prochain webinaire, la prochaine conférence CREA, voilà, elle sera accessible ici. J'attire aussi votre attention sur la partie gauche, le calendrier. On organise de plus en plus d'actions. Alors tout est capté, hein, vous n'êtes pas obligé de la faire en synchrone, elle sera forcément disponible en asynchrone. Mais la consultation est disponible aussi sur oui. Oui. Et d'ailleurs, oui, effectivement. Donc la consultation, l'appel à commentaires, s'est fait via la CREA pour la communauté éducative. Ça a généré une bonne centaine, voire un peu plus de réponses. Mais voilà, on vous consulte, on veut votre avis et on passe par la CREA. Donc ensuite, on a une partie actualité. Hein, faire une veille, réaliser une veille qui soit actualisée sur l'IA, c'est impossible. Seul, c'est impossible. Donc nous, on bénéficie de l'application Muse, qui est gérée par quelqu'un de notre bureau, qui est Romuald Verrier, qui fait ça très très bien. Donc sur le sujet IA éducation, vous aurez accès aux 10 derniers articles. Donc c'est mis à jour 2 fois par jour. Ensuite, les échanges. Donc là, les forums pour construire. On a 3 forums possibles, mais je vous laisserai vous balader dans Magistère pour le voir. Des ressources. Nous, on élabore des top 10 des ressources. Le but, c'est de ne pas vous noyer sous 1000 ressources qui sont publiées chaque mois. C'est de vraiment vous fournir un top 10. Je veux 10 vidéos. Voilà, pour regarder, pour m'acculturer. Bah, vous aurez le top 10 des vidéos, dont Inria Flowers, etc. Donc on a vraiment des vidéos qui sont bien. Donc on vous les met à disposition. Et pour finir, l'espace formation. Donc je suis également moi formateur dans l'Académie d'Amiens, et celui-ci j'y tiens. On a vraiment réussi, on est en train de réussir à fournir, sur la base du micro-learning, des formations qui vont aller un petit peu bousculer les enseignants, bousculer la communauté éducative. On fait exprès, hein, ce qu'on met dedans, c'est vraiment fait exprès. Et dont, là on en a parlé tout à l'heure, mais l'écologie qui a été un petit peu oubliée jusque-là. Et on a mis ça, nous, dans notre
feuille de route 2025 pour la CREA, c'est vraiment d'informer, d'acculturer les enseignants, de leur fournir également des billes pour l'aborder avec les élèves, pour ne pas aller vers l'IA au service de la catastrophe écologique, mais plutôt de voir comment l'IA pourrait venir améliorer, sans cet effet de rebond négatif où on aurait une surconsommation de l'IA qui viendrait de toute façon atomiser tout ce qu'on ferait pour améliorer la chose, mais surtout comment faire pour avoir un usage qui soit raisonné en termes de données, mais aussi en termes d'écologie. Donc voilà, tout ça je passe, hop, 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 ce sont les espaces. Donc on organise plusieurs événements, d'abord des tutoriels IA éducation. Donc on a la série 1 heure pour découvrir. Donc ça c'est un enseignant qui vient et qui vous parle de ses pratiques. Des temps d'échange autour d'une thématique, là je vais y revenir juste après, et également des conférences. Donc dans les prochains événements, on lance en avril 2025 le débat du mois. C'est-à-dire qu'on a une région académique, qui est la DRAN de Bourgogne-Franche-Comté, qui va prendre ça en charge. Et l'idée ici, c'est d'interroger, bon je ne l'ai pas mis, mais voire même de bousculer fortement la communauté éducative pour l'inviter à débattre. Une idée de question, hein, l'IA va-t-elle permettre de réhumaniser les apprentissages sur le temps de classe? Forcément, ça va, on va avoir des pour, des contre, mais ça sera intéressant et le résultat de ce débat sera forcément intéressant et pourrait déboucher sur une action de formation. Les événements à venir pour les 2 prochains mois, donc le mercredi 12 mars, donc c'est le mercredi de la semaine prochaine, une conférence CREA sur expliquer l'IA avec VitaScience. Donc moi je vois des élèves qui commencent à arriver avec des questions techniques. Donc maintenant ils ont fini de l'utiliser, eux, ils l'utilisent, bon c'est tombé dans leurs habitudes, mais ils commencent à s'interroger sur comment l'IA peut me fournir des résultats. Donc on a convié Léo Briand de VitaScience qui va venir nous expliquer tout ça d'un point de vue technique. Le mercredi 26 mars, une conférence CREA sur potentiel et limites de l'IA en éducation. Ensuite, le jeudi 6 avril, 1 heure pour découvrir l'IA au service de l'inclusion. Donc voici pour les prochains événements. Il y en aura d'autres. Hein. Le mois de mai sera réservé pour les chefs d'établissement, les personnels administratifs au niveau des conférences. Donc, ouais, je vous rappelle, donc, non mais laisse-moi au moins mettre mon QR code, j'ai besoin de 60 personnes qui rejoignent la CREA. Donc n'hésitez pas à consulter le calendrier dans la CREA, et pour rejoindre la CREA, vous sortez vos portables, 60 personnes, et on ne parlera plus jusque là. Je vous remercie.